Bonjour, messieurs, dames, chères Cléciennes et chers Cléciens. Bienvenue dans ce Facebook Live en ce 1er février 2024. Voilà. Je vais attendre quelques instants, le temps que un peu de monde se connecte. Et puis ensuite, on va passer aux questions que vous avez posées. Questions diverses. Et avec même aujourd'hui des plans, des illustrations, donc ça c'est parfaitement clair. Alors s'il y a quelqu'un de connecté qui n'a pas encore posé de questions, n'hésitez pas à les envoyer d'ores et déjà. Je crois qu'il y en a une qui arrive. Bien. Écoutez, nous allons débuter. Donc ce soir, j'ai reçu une question. Alors, je crois que c'est une première, puisque là j'ai un couple, Estelle et Nicolas, qui me demande s'il serait possible de mettre un dodan ou un panneau d'avertissement de passage piéton sur la D117, donc la départementale 117, c'est la route de Corbeil. Sur un passage piéton qui est devant la petite allée qui va bientôt recevoir un panneau pour la nommer, et qui est devant le petit parking à l'angle de la route des Bordes et de la route de Corbeil. Donc, puisque évidemment, même s'il y a un passage protégé, il y a un certain nombre d'automobilistes qui ont tendance à ne pas s'arrêter malgré le fait qu'il y ait un piéton qui veuille traverser, y compris un piéton avec une poussette, enfin peu importe. Je ne sais pas quelle idée de se précipiter en direction d'un feu rouge, mais c'est comme ça, les incivilités sur la route sont légion. Donc, alors, un panneau, oui, bien sûr, un minima, c'est une excellente suggestion. Voilà, donc on va pouvoir le mettre, même si on a déjà les panneaux qui existent. Un dos d'âne, c'est plus compliqué, c'est faisable. Alors aujourd'hui c'est faisable, encore quelques temps ça ne l'était pas, aujourd'hui c'est faisable. La commune avait mis un dos d'âne, on appelait ça un coussin berlinois en plastique rouge, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, au moment des travaux de la construction du petit collectif qui est par là, à l'emplacement d'une ancienne station-service qui était là. Et donc, le département, à l'époque, avait sommé mon prédécesseur de l'enlever sans délai. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu assoupli. Donc, on peut l'étudier, mais c'est soumis quand même à approbation du département, puisque nous sommes sur une voirie départementale. Et on a quelques règles à observer, en tout cas demander d'autorisation du département. Évidemment, s'il y a des travaux qui sont faits, c'est la commune qui prend en charge et non pas le département. Voilà, donc on va étudier cela. De toute façon, dans le cadre du projet Charcois, il y a de prévu une restructuration de cette entrée de ville parce que il faudra
il faudra quand même faire ralentir les voitures. Et on cherche toujours la solution pour élargir les trottoirs dans ce secteur. La solution sera loin d'être simple, sans contrainte. Voilà ce que je pouvais dire pour la question de Estelle et Nicolas. Alors, toujours Estelle et Nicolas sur est-il possible d'installer des panneaux pour que les propriétaires de chiens les tiennent en laisse autour de l'étang. Enfin, c'est le bassin d'eau pluviale de la Rogère, si je comprends bien. Alors, c'est possible. Malgré tout, j'ai rédigé un arrêté municipal il y a déjà de nombreuses années. Et cet arrêté dit que sur l'ensemble de la commune, les chiens doivent être tenus en laisse. Voilà. Il appartient aux propriétaires de chiens de maîtriser leurs animaux. Alors, j'ai une question de Julien. Serait-il possible d'étudier un éclairage par plot lumineux dans les différents passages piétons? Il cite le quartier de la Rogère, mais je pense que ça peut être étudié même ailleurs. Éventuellement des plots solaires. Alors, oui, ça existe. Je fais notamment allusion au passage entre l'impasse des Capettes et la place du Souvenir. Oui, on peut. Nous pouvons, d'ailleurs, ça a été évoqué. Moi, j'en avais parlé à mon adjoint Claude Bourges il y a quelque temps. Il existe des panneaux, alors solaires ou pas solaires. L'avantage du solaire, c'est que c'est en autonomie et il n'y a pas besoin de génie civil pour amener de l'électricité, même si elle est très faible. Ça fait des frais de raccordement qui sont parfois très importants. Donc on ne peut pas les multiplier à tous les passages piétons, mais à certains stratégiques, oui. Je rappelle que nous sommes en zone 30, et qu'en zone 30, le piéton est prioritaire partout. Passage piéton ou pas passage piéton. Les automobilistes l'ignorent, je crois. Alors, il me parle aussi d'un chemin qui mène de la rue du 11 novembre et l'intérieur de la Rogère. C'est un petit passage piéton. Voilà, c'est bien pratique. Et donc, il y a un chemin qui est fait en terre, en stabilisé, comme on dit. Oui, il mériterait d'être refait. Effectivement, nous avons refait ceux du parc. Maintenant, ce serait bien qu'on se penche sur ce petit bout-là. C'est une bonne idée. Quant à la végétation, à l'arbuste qui a tendance à pousser trop vite par rapport aux saisons de taille, on peut le rabattre de manière plus efficace. Je vais en parler à notre responsable des espaces verts afin qu'elle puisse s'en occuper. On ne va pas l'enlever, mais on peut l'éloigner un peu plus. Voilà, c'est pas de souci. Et puis quant au chemin, ça nécessite des travaux assez importants, mine de rien. Donc ça ne peut pas être fait immédiatement, mais c'est nécessaire, je conçois. Alors je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions qui sont arrivées, on me dit que oui. Alors, Maxime me demande... Le chantier en face du stade est à l'arrêt. Point d'interrogation. Il n'avance pas bien vite. C'est vrai. Les chantiers, c'est un chantier privé, c'est l'hôtelier qui souhaite
changer de gamme d'hôtellerie et faire autre chose. Je ne sais pas où il en est dans son chantier. On peut lui poser la question, je peux lui poser la question, allez le voir. Je sais, ce que je sais, c'est que en ce moment, les banques ont tendance à lâcher les sous au compte-gouttes. Voilà, c'est peut-être lié, mais je vais l'interroger. Alors, il me parle également de la porte du cimetière, qui est toujours ouverte la nuit. Normalement, ça avait été vu. On avait refait le réglage qui avait été déréglé. Donc, normalement, il y a une horloge qui ferme la porte à 20 h, toute seule. Si je ne suis pas passé, enfin, j'ai pas fait attention la dernière fois que je suis passé tard par là. C'était il n'y a pas si longtemps pourtant, mais je regarderai plus attentivement. J'avais demandé ce que ce soit fait. Donc, si ça n'a pas été, ça va être fait. Parce que l'idée étant de fermer le parc la nuit. Le cimetière, pardon. Le parc aussi. Donc, Charline me demande est-ce qu'il y a un remplaçant prévu à la place du docteur Lebris? Oui, c'est une remplaçante. Alors, ce ne sera pas un ophtalmologiste. C'est une orthophoniste qui vient à la place. Elle a pris possession de son cabinet aujourd'hui. Elle sera sans doute opérationnelle à partir de la semaine prochaine. Et nous allons communiquer à partir de demain sur l'adresse Internet de la plateforme médicale qu'elle utilise pour ses prises de rendez-vous. Voilà, elle s'appelle Madame Balanec. Elle est une jeune praticienne qui avait un cabinet plus au nord du département, voilà, et qui a été changé. Donc elle arrive au Plessis-Pathé. Et c'est très bien parce que les orthophonistes, vous savez ce que c'est un peu comme tous les professionnels de santé, sont toujours assiégés très très vite. Voilà. Alors, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, puisque le nom, c'est Route de Lierre. J'aime bien quand même savoir, avoir au moins un prénom, quand même plus sympathique. Qui me pose donc toute une série de questions sur la vidéoprotection, les caméras. Vous les avez peut-être vues. Alors, il veut des informations, je vais vous les citer avec les réponses en dessous. Alors, est-ce que ça marche jour et nuit? Oui, c'est jour et nuit. D'ailleurs, les images la nuit sont incroyablement nettes, y compris dans la nuit noire, puisqu'il y a un éclairage que nous ne voyons pas, mais qui existe. Ce sont des éclairages de nuit invisibles. Et ça marche très bien. Alors, ces images, elles vont... donc, on me demande où vont les images, elles sont-elles conservées? Si oui, combien de temps? Alors, les images vont dans notre CSU, comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est une pièce protégée et blindée. Elles sont conservées 30 jours, parce que c'est la loi. Et elles ne peuvent être consultées que... donc, il n'y a personne derrière les écrans la grande majorité du temps, évidemment. Et en cas de problème, elles sont consultées et extraites sur réquisition d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie. Tout cela est extrêmement encadré. Alors, on me demande quelles sont leurs fonctions, puisque parfois il y en a 2 ou 3
qui sont regroupées sur un même poteau, oui, puisque elles prennent différents angles pour avoir une vue parfois à 180 degrés, voire à 360. Donc il faut plusieurs caméras. C'est plus optimum pour la qualité. Et il y a aussi donc des caméras un peu plus spécialisées qui, elles, font de la lecture de plaques d'immatriculation qui permet parfois de retrouver un véhicule qui passe par là plus facilement, puisque dans l'application, une fois qu'on a vu le véhicule qu'on recherche, on trouve l'immatriculation, ensuite on tape le numéro d'immatriculation dans l'application et on peut suivre comme ça le véhicule, voir quels sont les horaires et par où ils sont passés. Jusqu'à présent, les caméras qu'il y avait en entrée de ville permettaient également de faire cela. Et je veux dire que c'est assez efficace. On a pu résoudre pas mal d'affaires de gendarmerie grâce à ces dispositifs. Voilà. Et puis c'est aussi assez dissuasif. Alors, il me demande, est-ce qu'il y a d'autres applicatifs du style reconnaissance faciale? Ah, évidemment non, heureusement. Je crois même que ce serait interdit. Mais non, nous ne sommes pas encore avec... en France, c'est pas possible, et heureusement. Alors, est-ce qu'elle ne capte que les images de la voie publique? Est-ce qu'elle ne risque pas de capter aussi des images dans les propriétés privées? Comment le vérifier? Alors, ça a été vérifié, ça fait une réception. La gendarmerie également peut le constater. Et évidemment, il y a des masques incrustés qui font en sorte qu'on ne puisse pas voir dans les propriétés privées. Voilà. Et tout ça est soumis au contrôle de la préfecture. Alors, la maintenance est assurée par la société qui a installé les caméras. Voilà, comme ça, c'est plus simple. On me demande combien ça coûte. Alors là, nous avons une vingtaine de points nouveaux avec une cinquantaine de vues nouvelles sur cette deuxième phase. Les travaux, alors, ça se divise en trois parties, le coût d'investissement. Vous avez le raccordement électrique, puisqu'on a tenu à ce que les caméras soient autonomes en électricité et qu'elles ne dépendent pas de l'éclairage public. Donc ça coûte, l'alimentation électrique, c'est 14 320,80 € TTC, sachant que c'est de l'investissement, donc on récupère une bonne partie de la TVA. L'implantation des mâts pour fixer les caméras, là c'est un peu plus cher, c'est 33 921,84 €. Et les caméras en elles-mêmes, c'est 68 676 €, soit un total de 116 918,64 € en investissement TTC. Nous avons eu 2 aides financières pour le faire, le département de l'Essonne pour 25 000 € et la région Île-de-France pour 16 400 €. Voilà. Et puis à cela s'ajoute le coût de maintenance annuel pour notamment la consommation électrique, donc qui sera, d'un point de vue prévisionnel, de l'ordre de 2 400 € annuels pour l'ensemble de nos caméras. Et puis, nous avons la maintenance. La maintenance, elle, on peut l'estimer aujourd'hui aux alentours de 10 000 €, mais cela dépend de la fréquence de ces maintenances. Il y a une maintenance annuelle, mais s'il y a besoin de faire plus, bien, ça coûte un petit peu plus cher.
mais c'est du matériel de très bonne qualité que ça devrait parfaitement comment euh, parfaitement se tenir. Alors, autre question, toujours sur le même thème de Lucie. Alors, où est-ce qu'elles sont ces caméras? La police peut-elle s'en servir en cas de cambriolage? Elles sont situées dans quelle rue? Alors, euh, oui, mais bien sûr que la police, enfin la gendarmerie s'en sert à chaque fois que nécessaire. D'ailleurs, alors ces caméras, leur communication se fait par voie hertzienne. Il y a des petites antennes qui font des relais. Là, donc on a choisi cette technologie parce qu'elle est robuste et que nous sommes dans une commune qui est plutôt horizontale. C'est plus facile parce que la technologie 4G, elle est assez aléatoire et la technologie fibre, elle est soumise aux aléas de la fibre, d'une part, et d'autre part, elle nécessite des travaux de génie civil qui ne sont pas raisonnables financièrement. Alors, où est-ce qu'elles sont? Vous en avez route avenue Fergan, avenue du Parc, route de Lierre, et il y a les existantes, il y en a deux, route de Corbeil, il y a rue des Noisetiers, avenue du Parc, il y en a plusieurs, Fergan également. Voilà, on a essayé de mailler, et puis route de Corbeil, il y en a une supplémentaire aussi à l'angle avec la route de Leuteville. Voilà, donc c'est bien maillé, de façon à pouvoir... et sont au service et marchent bien. Et il y en a une dans le parc également. Voilà. Voilà pour les caméras. Alors, Judith me demande s'il est possible de mettre en place des solutions pour faire ralentir les véhicules dans l'ensemble des rues du Plessis. Oui. Alors, moi j'ai fait passer la ville en zone 30. On a mis un radar pédagogique voilà, qui est respecté ou pas. Nous avons renforcé la signalisation à la fois verticale et horizontale. Et il y a eu mis en place des dodanes ou des plateaux à certains endroits, à tel point que certains me disent des fois qu'il y en a un peu trop. Plus, ça ressemblerait un peu aux montagnes russes dans le Plessis-Pathé. Voilà, donc moi je ne sais pas faire. Enfin, s'il y a des suggestions pour faire plus, j'ai bien noté tout à l'heure sur la route de Corbeil, on va regarder avec le département, mais faire toujours plus, bon, on peut regarder au cas par cas, mais un dodan, c'est environ 10 000 euros. Et puis ça embête les gens qui roulent normalement. Quant aux gens qui roulent de manière tout à fait anormale, je crains que, quels que soient les dispositifs que vous mettez, ils sont pas très respectueux de quoi que ce soit. Alors là, je reviens sur les caméras. Nous allons mettre en place de manière ponctuelle et inopinée un petit peu de vidéo-verbalisation parce que il y a trop de personnes qui pensent que les panneaux, la signalisation, le code de la route, c'est de l'art contemporain et qui se fichent complètement des piétons et des autres usagers de la route.
des cyclistes ou des autres voitures. Voilà, donc de temps en temps, à des endroits stratégiques, il y aura de la vidéo-verbalisation. Et donc, juste un petit supplément, parce que j'ai lu récemment que la police municipale aurait accès aux fichiers d'immatriculation. Donc non, la police municipale n'a pas ce pouvoir. Elle n'a pas accès aux fichiers d'immatriculation. Seules les forces de sécurité, gendarmes, police ont accès à ce fichier. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Judith toujours constate que les lampadaires ont été changés dans certaines rues et sont plus sombres. Sont-ils efficaces? Alors, oui, ils sont efficaces, parce qu'on voit clair, enfin on voit, c'est la nuit, donc on le voit. C'est surtout qu'ils sont en LED et ils répondent aux normes, les normes qui sont appliquées aujourd'hui en termes de niveau d'éclairement. Enfin, c'est ce que me disent les services de l'agglomération, puisque l'agglomération a changé récemment, a fait changer par intermédiaire d'une entreprise récemment beaucoup de candélabres. Ces candélabres, ils existaient, c'est juste donc une sorte de nouvelle ampoule. Il y a juste les vitres qui ont été enlevées de nos petites lanternes, puisque la norme dit qu'il ne faut plus avoir de vitres. L'idée générale étant de ne pas perturber la faune, les insectes, la nuit, voilà. Et puis aussi de ne pas éclairer le ciel inutilement. Et par la même occasion, ça fait faire des économies substantielles à l'agglomération qui paye l'électricité. Alors j'en ai parlé lors de mes vœux vendredi soir dernier. Nous avons 833 points lumineux au Plessis-Pathé. Nous avons la chance chez nous de ne plus avoir de lampes extrêmement fortes qui consomment énormément de kilowatts, mais il nous en reste des anciens modèles. Nous avons, d'ici la fin de l'année, nous aurons 50% de l'éclairage du Plessis-Pathé qui sera en LED, c'est bien. Ça continue d'être renouvelé à hauteur de 10% par an. On a 21 armoires qui commandent toutes ces 833 points lumineux. Voilà, c'est pour ça aussi que parfois, quand il y a un dysfonctionnement dans une armoire, eh bien, parfois c'est plusieurs rues qui sont éteintes. Et puis l'année dernière, donc on a eu 120 000 kWh d'économisés sur le Plessis-Pathé. Vous multipliez ça par les 21 communes de l'agglomération, et il y en a qui ont beaucoup plus de rues que nous, les grandes villes. En fait, l'agglomération a pu continuer de payer la facture d'électricité d'éclairage public, malgré la hausse très importante du prix du kilowatt, ce qui a permis donc non pas de faire des économies, mais de ne pas dépenser plus. Donc économie de kilowatts, mais pas d'économie d'euros. Mais ça permet également de ne pas devoir augmenter l'impôt de l'agglomération pour payer tout ça. C'est quand même pas mal. Alors oui, les images sont visibles, on retourne aux caméras. Quand il fait nuit, les caméras tournent, et oui, c'est visible. C'est même bluffant comme c'est visible, puisqu'il y a des éclairages infrarouges qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et il y a des images qui...
se croirait presque en plein jour. C'est impressionnant. C'est la dernière technologie de caméra là, qui a été posée. Alors, j'ai pas encore eu de questions sur les biodéchets. Les médias ont copieusement nourri l'actualité là-dessus en début d'année. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Il faut me le dire, hein, sinon j'en parle pas. Enfin, j'ai quand même envie de vous en parler. Personne? Non, personne, ça n'intéresse personne. Ok, on va pas parler de déchets. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors moi, ma petite liste est finie. Bon, je vous parle quand même des déchets. Allez, je suis sympa. Alors, les biodéchets. Donc, depuis le 1er janvier, la loi impose aux collectivités de proposer des solutions aux habitants pour trier eux-mêmes leurs biodéchets. Donc, qu'est-ce que c'est un biodéchet? C'est, par exemple, les restes alimentaires ou les déchets de jardin. Cette compétence relève donc de l'agglomération, et l'agglomération propose et met à disposition depuis déjà de nombreuses années soit la collecte pour les déchets verts en porte-à-porte, soit distribue des composteurs. Les composteurs, il y en a, il suffit d'aller les chercher au service technique de l'agglomération, qui ne vous disent pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y en a, ils sont cachés, je les ai vus. Il y a des tas, ils sont bien cachés. Mais il y en a, alors il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais il y en a. Donc l'agglomération fournit gratuitement des composteurs. Et donc l'agglomération répond en fait depuis des années à la loi. Il y a eu un reportage de fait dans un JT de 20 heures d'une chaîne nationale qui a fait tout un reportage sur Lyon en disant combien c'était formidable ce qui était mis en place là-bas. Bon, sauf que ça, c'est ce on a mis en place sur l'agglomération depuis plus de 15 ans. Voilà. Mais on va aller plus loin. Avec le CIREDOM. Le CIREDOM, c'est le syndicat de communes qui gère la question de la collecte et du traitement et de l'élimination. Ils ont pour cela un outil industriel qui s'appelle la Semardel. C'est une société d'économie mixte et tout ça est basé sur Vers-le-Grand. Peut-être que vous connaissez déjà le site, vous y êtes peut-être déjà allé. Il y a une déchetterie là-bas aussi. Et donc là-bas, il y a tout l'équipement industriel pour recevoir nos camions poubelles, que ce soit l'incinérateur, que l'enfouissement des déchets ultimes, il en reste, que le traitement des déchets verts, du compostage, une énorme turbine qui crée de l'électricité et de la chaleur avec les fours, en projet il y a donc la réalisation d'un méthaniseur. Ce méthaniseur, il devrait être construit d'ici fin 2025. Il faut un peu de temps quand même, c'est un peu technique. Et donc à l'issue, l'agglomération proposera des sacs plastiques. Alors on ne sait pas faire autrement, hein. Il y a eu des tests dans tous les sens, des expérimentations de fait. Ce sont des sacs plastiques d'une couleur bien distincte. En l'occurrence, ils seront verts, d'un vert bien précis,
qui vous seront distribués gracieusement. Dans ces sacs vous serviront à mettre dedans vos restes de repas, par exemple. Tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans le composteur, évidemment, vous n'allez pas y mettre votre pelouse, hein. Mais c'est vraiment fait pour les épluchures quand vous faites la cuisine ou les restes de repas. Alors évidemment, que ce qui est organique, hein, putrescible. Il ne faut pas mettre l'emballage du kiri dedans, hein, ou de la vache kiri. Enfin, je vais pas citer, enfin, j'ai cité des marques, désolé, c'est pas bien. Donc, il ne faut pas mettre des choses métalliques ou en plastique. Il faut mettre que des choses biodégradables. Alors, on vous expliquera tout ça. Il y aura des ambassadeurs du tri qui iront faire du porte-à-porte pour expliquer tout ça. Donc c'est ça que vous pourrez le mettre dans votre bac de déchets ménagers, donc les déchets, le bac noir. Et quand le camion passera, il emportera mélanger le sac fermé de vos biodéchets avec le reste. Ensuite, à l'usine, il déposera tout ça sur des trémies, des tapis roulants, et il y a des robots avec une intelligence artificielle qui détectera le sac en question et le mettra de côté pour qu'il parte dans la filière méthanisation. Et donc, on fera du gaz avec vos déchets organiques. Tout cela, c'est un investissement extrêmement important, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et malgré tout, le président de l'agglomération a annoncé qu'on veut de l'agglomération lundi soir, après moult tractations avec le CIREDOM et plutôt des bonnes nouvelles financières, que ça se fera à taxe sur l'élimination, l'enlèvement des ordures ménagères constante. Donc, pas de hausse de la TOM pour ce nouveau service qui sera quand même somme toute assez onéreux. Voilà ce que... Donc ça, c'est l'avancée significative et nous serons sans doute, si ce n'est pas le seul, un des rares territoires de l'Essonne à mettre en place rapidement ce nouveau système. Voilà. Alors, en parlant des déchets, j'ai Philippe qui me demande pourquoi à l'entrée de la Rogère, au niveau des pavillons sociaux, il laisse des rebuts encombrants sur le trottoir alors que la déchetterie est à 2 rues derrière. Manque de civisme. Non, ce n'est pas forcément un manque de civisme, puisque le règlement de collecte des déchets dit que quand vous habitez en collectif, il y a eu un maintien de l'enlèvement des encombrants une fois par mois. Il y a des dates bien précises sur cela et il y a un calendrier. Donc vous pouvez regarder sur le site de l'agglomération. Alors, c'est bien d'aller en déchetterie aussi, hein. Bon, il faut aller chercher sa carte, etc. Mais pour les collectifs, c'est un enlèvement une fois par mois. Pour le pavillonnaire, c'est à la demande. Voilà, donc vous avez déjà peut-être utilisé ce service. Alors par contre, quand il dépose le lendemain du ramassage, là, ça craint. Donc il m'est arrivé de faire des rappels à l'ordre des bailleurs, que ce soit des copropriétés ou des bailleurs sociaux, hein, c'est le même combat. À tel point qu'il y a un endroit où je vais mettre une caméra supplémentaire. Alors là, elle sera spécifiquement liée au dépôt
au dépôt de déchets intempestifs, là où il ne faut pas et quand il ne faut pas. Alors, les gens qui ne font pas les efforts, alors, il y a bien un truc qui marche dans plein de pays, mais en France c'est compliqué, c'est les points d'apport volontaires, notamment les bacs enterrés, que ce soit le carton ou le reste, surtout les emballages, où les gens ils font pas l'effort de plier le carton pour le mettre dans la petite trappe. Et pourtant, il y a des systèmes qui ont été changés. J'avais demandé à ce qu'on puisse avoir des systèmes un peu plus ergonomiques, avec une commande à pied, qu'on n'ait pas besoin de toucher quoi que ce soit. Mais même comme ça ne va pas. Est-ce que les lampadaires vont être changés sur toute la ville? Une question de Maxime. Oui, 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 oui. L'objectif, c'est 100% LED pour toute l'agglomération de Cœur-d'Essonne à terme. Nous, communes, nous sommes déjà à 100% LED pour nos équipements publics, à l'exception des salles de sport. Là, on a lancé une étude là-dessus. Mais donc, l'agglomération va passer complètement en LED. Une fois qu'on sera complètement en LED, on pourra aussi adopter peut-être des systèmes un petit peu plus innovants qui permet, on va dire, un asservissement de l'éclairage public, sans tomber dans le gadget qui consiste à commander l'éclairage de votre rue avec votre smartphone, parce que là, on n'a pas fini. Il y en a qui n'ont pas fini de faire mumuse, mais on pourra, comment, véritablement encore mieux piloter tout cela, éteindre, allumer, peut-être automatiquement et à distance. Parce qu'aujourd'hui, tout est manuel, il faut aller armoire par armoire, c'est compliqué. Alors, par contre, il y a eu mis en place un système progressif d'extinction, puisque en début de soirée, quand ça s'allume, c'est à 100%, ensuite ça passe à 70%, puis à 50% d'intensité, pour finir à 0%, et puis pour revenir le lendemain matin, inversement, jusqu'à 100%, puis extinction. Alors, donc Aurélie me parle du changement dans la rue des Chamois, qui c'est anxiogène pour les enfants ou pour tout le monde, je ne sais pas. Oui, il va rester ainsi, 2, il va se généraliser. Et c'est un éclairage qui répond aux normes en vigueur. Voilà, donc nous étions, moi me disent les spécialistes de la question, nous étions beaucoup trop intenses en éclairage, beaucoup trop gourmands en électricité, mais surtout beaucoup trop intenses en éclairage. Donc là, on rentre dans les normes en vigueur. Ça fait un petit changement. Alors, une question de Sophie, c'est possible de renforcer le pédibus, par exemple, pour le mercredi, pour les enfants au centre, afin de se rendre au cours de l'école de musique. Alors, le pédibus, c'est vraiment une facilité que la commune offre aux parents et aux enfants. Ça permet à quelques enfants de pouvoir pratiquer une activité culturelle sans que les parents viennent chercher l'enfant à l'école pour l'emmener à l'école de musique. Ça permet tout simplement à l'enfant de pratiquer danse ou musique. Sinon, peut-être qu'il ne pourrait pas et il resterait au périscolaire. Ce serait dommage.
Donc c'est une facilité que nous avons voulu mettre en place il y a déjà bien longtemps. C'est un gros effort parce que on n'a pas franchement pléthore de personnel pour effectuer cela. Je vais regarder plus précisément sur le mercredi. Je vous promets rien. Je vais en parler à mon adjoint, Cédric Ruffiot, qui gère la culture, et puis la directrice de l'école musique. On va regarder ça. Mais je ne peux rien vous promettre. On fait déjà un gros effort là-dessus. Alors, j'ai Fanny qui me dit qu'elle habite à La Rogère depuis 2 ans. Excellent choix. Alors, elle n'arrive pas à avoir donc de stabilité du réseau fibre. Obligée d'avoir une clé 4G. Alors, étonnant par rapport à une ville connectée. Est-ce que j'ai des prévisions pour stabiliser tout ça? Et donc, il y a un mécontentement. Oui, ça, j'en suis le premier mécontent. D'ailleurs, on est coupé de temps en temps en mairie, ça va être assez agaçant. Et puis chez moi aussi, comme tout le monde. Sinon, ce serait bizarre. Et peut-il faire partie des futurs projets participatifs? Alors, je ne sais pas s'il peut faire partie des projets participatifs enfin, s'il y a des techniciens de la fibre qui ont envie de donner du temps aux Plessis-Pâté, pourquoi pas? Alors, moi, je vais vous lire, parce que j'aime bien anticiper et comme ce genre de questions arrive souvent, je vais vous lire ce que j'ai rédigé cet après-midi à l'attention d'un concitoyen du Plessis-Pâté. Alors, c'est un peu long et c'est un peu technique, j'en suis désolé. Je ne connais pas beaucoup de sujets qu'on traite qui ne soient pas un peu compliqués. Alors, hélas, donc, les problématiques de fibre, c'est assez récurrent. Il y a eu une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité du Sénat, à l'initiative du sénateur Chaise l'année dernière. Le sénateur Chaise, qui est président de l'AVICA, c'est une association nationale qui s'occupe de numérique. Donc, moi, je vous invite, et on remettra le lien encore, je pense, quelque part sur Facebook ou sur le site, le lien vers d'abord le texte et une vidéo, peut-être plus simple. Une vidéo, elle dure 7 minutes, je crois. Elle est éclairante parce que d'abord, elle décrit parfaitement la situation en France que nous vivons sur la fibre. Et cette loi répond parfaitement aux demandes de nombreux élus locaux, dont je fais partie depuis des années, qui reçoivent toutes les semaines, voire tous les jours, des messages un peu désespérés de leurs concitoyens. Alors, chaque FAI est responsable du contrat qu'il a avec vous. Et il ne peut pas se retrancher derrière je ne sais quelle considération. Il vous doit un service, et quand vous ouvrez un ticket, ne lâchez jamais le ticket, tant que ce n'est pas réparé, parce que sinon, ça repart à zéro. Ensuite, le minimum qu'il puisse faire, c'est vous geler la facturation, parce que pas de service, pas de facture, normalement. Bon, vous ne devez pas payer un truc que vous n'avez pas. Et puis, à minima, ils peuvent vous donner une clé 4G. Il y a des opérateurs qui le font, et d'autres, il faut être plus insistant. Alors, vous pouvez également signaler le problème sur un site internet qui s'appelle Cœur de Fibre. Alors, c'est un site internet qui a été fait par Altitude Infra, qui gère le réseau spécifiquement pour Cœur d'Essonne.
Bon, il en a fait dans plusieurs endroits qu'il gère, mais chez nous, ça s'appelle Cœur de Fibre. Et donc, c'est Altitude Infra qui s'occupe de ça. Et donc, vous pouvez, il y a un formulaire pour dire, attention, ça ne va pas à cet endroit-là, et puis vous remplissez les choses. Vous pouvez également déclarer le problème à l'ARCEP. L'ARCEP étant le gendarme numérique qui croule sous les plaintes, mais qui, à mon sens, ne prend pas la mesure du problème, malgré le fait que cela soit de son ressort. Alors, il y a Altitude Infra et l'opérateur d'infrastructure qui gère le réseau primaire pour le compte du CIPEREC. C'est un syndicat de communes à l'échelle de l'Île-de-France qui est propriétaire du réseau fibre et qui a mandaté donc par voie de marché public Altitude Infra pour faire le travail. Et puis, vous avez quand même certaines installations techniques, et notamment des chambres, c'est-à-dire des trous dans le sol, sous une plaque, qui appartiennent toujours à Orange. Cet enchevêtrement de responsabilités et les multiples interventions des fournisseurs d'accès Internet et de leurs sous-traitants engendre donc la pagaille que nous vivons. Il y a beaucoup trop de techniciens qui interviennent parfois sans de réelles compétences, l'inconvénient étant qu'ils sont payés à la tâche et que peu importe les dommages collatéraux, s'ils veulent être payés, il faut qu'ils raccordent leurs clients. Le réseau est en permanence remis en état par Altitude Infra et derrière, il est détérioré. Le réseau est aujourd'hui dimensionné et continue à progresser en prévision de l'arrêt de l'ADSL puisque le réseau cuivre va disparaître. Pour le moment, le gouvernement a bloqué le passage du texte du sénateur Chaise à l'Assemblée nationale car il le juge trop contraignant pour les opérateurs commerciaux d'envergure nationale. On appelle ça les OSEN, donc c'est les gros opérateurs. Il est question d'une réécriture du texte, mais sans visibilité de calendrier. Alors, je me suis entretenu à plusieurs reprises avec le député de la circonscription à ce sujet, ainsi que le député Guillaume Kasbarian, qui est président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que j'ai rencontré, et puisqu'il a la proposition de loi sénatoriale sur son bureau, ça relève de sa commission. J'ai également écrit au ministre Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Rassurez-vous, je n'ai pas eu de réponse. Et puis, depuis le dernier remaniement, il n'y a plus de ministre. Comme ça, c'est réglé. Voilà, donc je suis conscient moi, que tout ça est parfaitement incompréhensible pour le profane. Ainsi va notre monde politique qui se détourne d'abord de l'efficacité, du pragmatisme et surtout de l'intérêt collectif. Voilà, je suis assez en colère avec cette gabegie-là. Donc, il faut se battre en permanence. C'est insupportable. Bon, je n'ai pas répondu. Je voudrais bien vous apporter une lueur d'espoir. On me dit que avec la multiplication des gens qui passent à la fibre, à un moment donné, tout ça va se stabiliser. L'inconvénient, c'est que tant que tout le monde n'est pas raccordé, à chaque fois qu'il y a un technicien qui passe, une chance sur deux, il y a un problème. Voilà. Alors, Judith me demande, peut-on savoir vers quelle date les travaux des Charcois vont commencer? Non, je ne peux pas vous dire. J'aimerais bien. Je peux vous dire qu'une date théorique, et mon expérience me dit que ça risque de glisser encore et encore. Voilà. C'est incommensurable comment c'est long. Quand on a commencé à discuter tout cela, on était en 2014, on est en 2024,
Ça n'a pas commencé. Je me souviens au tout début, une réunion publique où il y a une dame qui me dit «Ah, il y a une crèche qui est prévue, super, mon enfant peut-être ira dedans». Je lui dis «Mais votre enfant, il sera au collège quand ce sera fini. Je crois que peut-être qu'il sera au lycée». C'est pas humain tellement que c'est long. Il y a des obstacles administratifs, des échanges d'avocats, du tribunal qu'on attend toujours, le juge ceci qui vient pas, ou en retard. On attend toujours quelque chose. Il y a c'est extrêmement encadré. Bon, tant mieux en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais à un moment donné, c'est au détriment du temps humain. Voilà. On n'est pas dans des temps humains. Alors, en Renault, un budget participatif cette année. Non, nous y travaillons avec Sylvie Barusso, ma première adjointe, qui est en charge de ce dossier. On y travaille pour préparer, on va dire, une nouvelle formule, parce que nous, ça partait d'une idée un peu généreuse, un peu, pas innovante, hein, mais un petit peu fun, qui disait, bon, on va laisser les gens discuter entre eux. Et puis au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre ceux qui veulent tellement faire passer leur projet, qui sont capables de créer des faux comptes pour faire des faux votes, et puis ceux qui disent oh bah oui, mais alors ça intéresse personne, et pourtant ça a été, voté, alors que bah, visiblement ça intéresse du monde. Enfin, c'est un peu une boîte à baffes pour nous. On finit par se demander si ce n'est pas la fausse bonne idée. Alors on va continuer, hein, mais peut-être en adaptant un peu le règlement, parce que nous, on veut vous donner la parole, on veut faire émerger les bonnes idées, et pas des psychodrames ou des énervements inutiles. Voilà. Moi, j'ai pas de projet préféré. Mon projet préféré, c'est que un projet émerge. Voilà. C'est tout. Et comme l'autre jour, je disais, ah bah ouais, avec 30 000 euros, au lieu de faire des panneaux solaires sur le toit de la mairie, il ferait mieux de faire des caméras. Ouais, bon, vous avez vu que les caméras, c'est pas tout à fait 130 000 euros, hein, on est plutôt à 120 000. Donc voilà, rien à voir, rien à voir. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et les panneaux solaires sur le toit de la mairie, ça marche très bien, et ça vous fait faire des économies d'énergie, donc des économies d'euros. Donc des économies d'euros pour la commune, ben, autant d'euros qu'on ne dépense pas en énergie, on peut le dépenser ailleurs. Par exemple, là, ben, peut-être les euros que je vais avoir économisés pour la mairie, je vais les mettre dans l'ameublement de la 7e classe de l'école maternelle pour la rentrée prochaine. Parce que l'État a décidé qu'aujourd'hui, dans les grandes sections, on ne devait pas dépasser 23 ou 24 enfants. On peut être 30 en petite section, pas de problème. Mais en grande section, non, on ne peut pas. Donc on n'a pas plus d'enfants, mais on a une classe de plus. Voilà, donc ça va nous coûter de l'argent, on va le faire. Donc heureusement qu'on fait des économies d'un côté, parce que de l'autre côté, on nous demande toujours plus, avec moins. Donc, donc vous fâchez pas. Euh, nous, on va relancer ce budget participatif, parce qu'on y croit. Voilà. Alors, quand seront installées les caméras dans la rue de la Pouilleterie? Alors, je suppose que vous parliez de la route de Leudeville, parce qu'il y a une caméra au carrefour devant route de Corbeil, route de Leudeville. Donc, il y a juste une petite caméra supplémentaire qui va se mettre. C'est une subvention un petit peu spéciale, parce que là, c'est la lutte contre les déchets sauvages, qui va se mettre en face de point d'apport volontaire de la route de Leudeville. J'espère dans l'année. Hein, on ne maîtrise pas toujours le calendrier des subventionnaires.
Et moi, je tiens à ce que on fasse le maximum de choses avec des subventions et pas par fonds propres, parce que parce qu'on y a le droit et parce que c'est des économies par la commune. Donc, dans l'année, on compte mettre cette caméra supplémentaire. Alors, il y a déjà celle qui encadre le carrefour. Alors, Sylvie me demande quand est-ce qu'on met les cailloux pour les allées du cimetière. Nous allons... alors, on, nous avons délibéré, pardon, pour l'octroi de subventions et donc on a cette opération maintenant qui est prête à être lancée d'agrandissement du cimetière. Quand je dis agrandissement, c'est un doublement du cimetière de façon à voir venir pour les 40 ou 50 prochaines années. Et donc, à cette occasion, on pourra s'occuper des allées, de continuer à engravillonner. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément de l'engravillonnage parce qu'on cherche une solution qui permette de ne pas être toujours obligé de désherber parce qu'on a du mal. Hein, on n'a pas du personnel pléthorique pour passer assez souvent. Et en même temps, il ne faut pas qu'on s'enfonce dans la terre. Et en même temps, il faut que ce soit joli. Voilà, donc on cherche peut-être du côté de l'hydro-ensemencement. Alors c'est un mélange de cailloux et d'herbes. Donc c'est stabilisé, mais c'est vert. Bon, il faut tondre quand même, un petit peu. Sinon bah, c'est refaire complètement les allées pour refaire le je ne sais même pas s'il y a un géotextile en dessous d'ailleurs, faire un géotextile, une couche de gravier, une couche de grave, une couche de gravier, de façon à pouvoir refaire ça propre. Voilà, et puis continuer les autres allées par la même occasion. On va faire tout ça groupé parce que on ne va pas faire revenir les entreprises deux fois. Donc dans l'année, j'espère. Normalement. Normalement, c'est prévu comme ça. Il y a eu beaucoup de questions quand même. Bon, pardon, je m'enflamme moi sur des sujets. Bien, bah, écoutez, il est 20h03, ça fait 1 heure déjà, je n'ai pas vu passer. Merci à toutes et tous de votre attention. S'il y a encore des personnes qui souhaitent poser des questions, je reçois des questions à peu près tous les jours. On essaye de y répondre assez vite, parce qu'on a toujours peur d'oublier une question, ça peut arriver. Donc faut nous relancer. Voilà, et on essaie d'apporter le maximum de réponses. Merci, très bonne soirée à vous toutes et tous.